Papa, de maman, de professeurs, et puis d'élèves aussi, et d'enfants peut-être un peu plus jeunes, des professeurs du collège, des professeurs aussi de l'école. C'est comme ça en fait que cette conférence a été organisée. Donc si jamais je retrace très rapidement le travail que nous avons conduit l'année dernière sur le collège, évidemment les troubles de l'apprentissage questionnent les enseignants, posent souvent des difficultés puisque accompagner un élève en trouble de l'apprentissage ne pose pas de souci en soi, sauf quand il est au milieu de 27 autres. La difficulté, elle est dans la gestion du groupe, puisque le suivi individualisé est à ce moment-là bien plus complexe. Donc nous avons travaillé l'année dernière avec Sébastien Duvivier, en fait, vraiment cet aspect-là, en mettant en place ces fameux programmes personnalisés de réussite éducative, ce qu'on appelle les PPRE. Et il nous est apparu que finalement, c'était pas simple de ne pas tomber dans quelque chose de très mécanique. C'est-à-dire qu'un PPRE à l'autre, ça se ressemble beaucoup. Comment on fait pour garder la finesse de ce qui correspond à l'enfant dans la matière au moment où il en a véritablement besoin. Donc Sébastien a eu l'idée de créer une commission sur le collège, ouverte à tous les enseignants volontaires, pour qu'il y ait des rencontres régulières et qu'on mutualise finalement toutes les ressources que nous avions en tant qu'enseignants. Donc les bonnes pratiques, les praticiens dont on entendait vraiment du bien et dont les rapports nous parlaient vraiment et nous aidaient. Et donc ce travail a été fait au niveau de l'équipe pédagogique l'année dernière. Et donc ils se sont rencontrés, Sébastien, 5-6 fois tout au long de l'année. Voilà. Il y a eu après des initiatives personnelles d'enseignants que moi j'ai trouvé modestes et géniales. Il y a une enseignante que vous connaissez qui est Hélène Pagnot qui a décidé d'offrir sur le temps de midi aux élèves qui le souhaitaient un espace pour qu'eux aussi ils viennent avec leurs bonnes pratiques. Et donc les élèves se sont retrouvés et ont échangé leurs trucs en face de difficultés en tant qu'élèves. Clairement, bah oui, moi je suis dyslexique, toi aussi, comment tu fais quand tu es face à cette difficulté? Et donc ces deux choses menées conjointement nous ont vraiment amené à dire que c'était très intéressant, mais qu'on ne pouvait pas travailler si on n'était pas simplement formé, mais aussi surtout accompagné dans nos pratiques au quotidien, et si cette démarche-là n'était pas faite en lien avec les parents. Donc parmi vous, il y a des parents qui ont des enfants dyslexiques, qui ont eu un parcours compliqué à Jeanne d'Arc. Certains d'entre vous n'ont pas laissé leurs enfants à Jeanne d'Arc, je le dis, parce que ce parcours a été très compliqué, et on est bien conscient de ces difficultés. Donc ça a été un autre volet de travail que nous avons pu conduire l'année dernière entre le collège et les parents, puisqu'il y a une petite antenne de l'appel qui a accepté de se retrouver pour qu'entre parents on réfléchisse à comment on vit la dyslexie, le trouble de l'apprentissage du point de vue du parent. Et là vraiment je remercie Sylviane Mengeler qui est ici, qui a organisé la conférence, qui toute l'année vraiment a tenu ce fil, a réuni les parents, a fait passer un questionnaire à tous les parents pour qu'ils puissent dire voilà comment ils avaient vécu la mise en place des PPRE, et on a fait une très belle réunion en fin d'année où voilà, on s'est retrouvés pour se dire quelles sont les perspectives pour cette année. Parmi ces perspectives, il y en a deux vraiment majeures. La première, c'est la conférence de ce soir, puisque quand je dis il faut qu'on se forme, mais les parents aussi. Et moi, ce qui me paraissait fondamental, c'est que parents, enseignants, équipe de direction, on soit ensemble au même moment pour entendre la même chose et à la fin, pouvoir échanger hors du contexte. On parle de votre enfant. Voyez, parce que quand on se voit en général pour mettre en place ces PPRE, nécessairement il y a des tensions, parce qu'on a des grands espoirs de part et d'autre, et puis on n'arrive pas toujours à aller jusqu'au bout de ces espoirs. Donc ça, je pense que Mme Boulier va en parler sûrement dans sa façon d'aborder les choses. Mais ce soir, pour moi, c'était une porte ouverte, pour que vraiment on se rencontre dans un autre contexte, qu'on échange, et puis qu'on se connaisse mieux pour que vraiment on avance ensemble. Alors après, qu'est-ce qui va se passer après cette première rencontre? Tout est à inventer, tout est à écrire, et j'aimerais vraiment qu'on l'écrive ensemble. Donc je sais que Mme Lengeler, elle est partante pour, vous aussi sûrement, puisque vous êtes présents, alors qu'il y a une autre conférence extrêmement importante dans le PGX ce soir. Nous, en tout cas au niveau de l'équipe de direction, on a décidé d'orienter la formation de l'équipe enseignante sur l'accompagnement autour de la prise en charge de la difficulté des apprentissages au collège. Donc nous, on va se former avec un organisme professionnel qui va venir cette année nous rencontrer dès le 12 novembre, et on va faire des groupes d'analyse de pratique sur la façon dont on gère les difficultés d'apprentissage. Donc nous sommes en marche, et on sait bien qu'on n'est jamais véritablement arrivé, et c'est pour ça que vraiment, voilà, je parlais de porte ouverte, pour que ça soit un chemin qu'on emprunte ensemble. Pourquoi on doit commencer ce chemin seulement au collège et pas
avant. Est-ce que le collège c'est trop tard, peut-être, ou c'est... Je ne sais pas. Je pense qu'une des réponses, et ça il y a des professeurs des écoles qui sont ici, une des réponses à mon avis, c'est que le professeur des écoles, il gère l'élève du début à la fin de la journée. Donc il peut compenser, il peut apporter des réponses, lui, parce qu'il est tout le temps en interface avec l'enfant. Ce qui se passe au collège, c'est qu'à partir du moment où les enseignements sont fragmentés, en autant de professeurs, en autant d'exigences, en autant de contraintes, là les choses tout de suite se compliquent et les difficultés qui étaient gérées, palliées, qui étaient petit à petit compensées par des stratégies, sont impossibles à gérer au collège. Ça ne veut pas dire que c'est le bon moment pour commencer, ça veut dire que c'est le moment où on ne peut pas faire autrement. Après, bien sûr, si on a invité des professeurs des écoles, des parents de l'école et du lycée aussi, c'est qu'on a conscience que c'est toute l'institution Jeanne d'Arc qui doit rentrer en chemin. Mais c'est vrai qu'au collège, comme on n'a pas la pression de l'examen, comme on a une équipe qui est très diverse, on a pu le mettre en place. On a cette chance au collège de pouvoir porter le flambeau peut-être en premier, mais ça ne veut pas dire qu'on sera les seuls. Est-ce que vous acceptez des volontaires qui n'ont pas des enfants au collège, mais qui ont des enfants à la maternelle ou à la CP? Naturellement. Parfait, merci. Mais bien sûr. Voilà, alors, donc je vais laisser la parole à Madame Gaudier. Bonsoir, voilà. Ça me fait très plaisir, je voudrais vraiment rebondir sur ce que vous avez dit, puisque le dessin de mon livre, c'est l'école qui tient la main avec la maison. Voilà, je suis vraiment là-dessus, une base de travail où il y a un partenariat qui doit s'installer entre professeurs et parents. Il y a beaucoup de professeurs dans la salle? Super. Ouais. Alors je tiens à vous remercier de m'accueillir. Je tiens aussi à remercier spécialement tous les messieurs, certainement des papas, des parents d'enfants, parce que ça me fait toujours plaisir de voir que ce ne sont pas que les mamans qui se déplacent et qui prennent en charge. Et ça me fait encore plus plaisir quand je vois les deux parents qui se déplacent. Alors je ne sais pas si certains me connaissent, je viens de la région d'Annecy. J'ai un parcours en fait assez atypique puisque moi c'est sur le terrain, comme vous d'ailleurs parents, mon 5e enfant sur 6, j'ai eu 6 enfants, était multidyslexique. Et le 6e, la cerise sur le gâteau, il n'était pas dyslexique, mais il était aussi comme son frère TDAH. Une pile électrique, vous savez, un zébulon monté sur ressort. Donc, mon parcours, je le raconte dans ce livre-là, tout simplement parce que je ne pensais pas du tout en venir ici, à me professionnaliser. Mais j'en ai tellement bavé avec mon enfant que je me suis battue comme une lionne. J'ai instauré un partenariat extraordinaire avec les rééducateurs, orthophonistes, ergothérapeutes, psychothérapeutes, graphologues, etc. Plus les professeurs. Je peux vous dire qu'à la fin du collège, ils me déroulaient le tapis rouge. Ils m'ont dit même, vous avez été un vrai chasse-neige pour nous. Vous m'entendez bien du fond? Oui? Pas trop? Il faut le micro ou pas? Oui. Bon. Alors on va prendre le micro. Je vais me déplacer. Alors, je ne vais pas me servir de ces engins. Anthony? Y a-t-il un technicien dans la salle? Ça va aller plus vite. C'est bon? Non. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vous me dites si je parle trop près du micro, j'ai absolument pas l'habitude. Voilà, donc mon parcours, il a commencé avec mon fils dès la maternelle. Je dirais même presque avant, puisque né 2 ans derrière ses frères jumeaux, il me semblait normal qu'il ne parle pas. Et en maternelle, la maîtresse m'a dit, mais madame, c'est pas normal. Donc il a commencé l'orthophonie à 3 ans et 1 mois. Et il en a fait 12 ans. Voilà. Tout ça pour vous dire que quand les parents me disent, oh là là, c'est la cata, j'ai attendez, c'est bon, on vit tous la même galère. Donc il faut se tenir par la main et il faut y aller. Donc j'espère que ce soir, vous ressortirez avec la même énergie qui m'a animée pendant plus de 10 ans. Donc mon 5e enfant a commencé l'orthophonie en maternelle, et puis arrivé en CP, Ratus, le fameux rat vert, vous devez peut-être le connaître, je ne peux plus le voir en peinture, il n'a jamais réussi à apprendre un son,
Et la nouvelle maîtresse de 23 ans me disait « c'est normal, vous faites beaucoup trop de soucis ». Donc j'ai changé 3-4 fois d'école. Enfin, je ne vais pas vous raconter les 300 pages que je dis là. Simplement, arrive en 6e, comme a dit Madame la directrice principale, voilà. Ça se corse, puisque l'enfant n'est plus chouchouté par le professeur d'école. Les matières se diversifient et on apprend l'anglais, qui est absolument une catastrophe. Donc on verra ce soir pourquoi l'anglais est difficile pour les 10. Donc, comme je vous disais précédemment, j'ai instauré un partenariat qui a énormément bien fonctionné. Je ne dis pas que tous les professeurs s'y mettent, mais il y a une certaine synergie. Et quand nous, parents, on apporte sur un plateau notre travail en disant voilà ce que je peux faire, voilà ce que je sais faire, maintenant on va travailler la main dans la main. Et leur montrer, leur donner l'exemple, je peux vous dire que ça donne aussi une énergie de l'autre côté chez les professeurs. Même s'ils ne connaissent pas tout, même s'ils ont peur d'avouer qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont peur d'avouer qu'ils ne savent pas faire, parce que je le vois beaucoup, je fais beaucoup de formations d'enseignants. Et croyez-moi, c'est vraiment une peur chez eux. Donc il faut la lever, cette peur. On est tous là dans la même galère. Vous en bavez tous les jours au quotidien, mais eux aussi avec des classes de 30. Et peu à peu, ils ont bien compris que mon fils avait les mêmes notes que les autres. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'un jour, une professeure m'a dit « mais il n'a plus besoin d'aménagement ». Donc je lui ai répondu « est-ce que vous enlevez vos lunettes quand vous voyez bien ?» Non. Donc on continue les aménagements. Il est en BTS aquaculture 2e année. C'est le dyslexique le mieux pris en charge de la Haute-Savoie. Il a eu des très bonnes notes au bac, il a eu 14 au bac pro. Et il s'en sort comme un chef, il est passionné dans la vie. Le plus important pour moi, c'est qu'il est passionné, bien dans ses baskets. Et il m'a dit, tu sais maman, c'est moi qui travaille le mieux parce qu'avec mon ordinateur, avec tout ce que tu m'as appris, je sais travailler. En fait, je lui ai appris à apprendre. Et c'est ça qu'on doit apprendre à nos enfants. C'est pas qu'ils sachent leur table de multiplication par cœur et puis la liste des 25 pays européens par cœur, c'est pas ça. C'est qu'ils sachent mémoriser, apprendre et avoir des automatismes. Alors vous allez entendre des termes très régulièrement dans cette conférence. C'est le mot fatigue, c'est le mot apprendre, mémoriser. Et je pense que je vais beaucoup répéter certains termes. Dans ce PowerPoint, il y a énormément d'images et je vous invite à regarder, après la séance, à réfléchir comment vous avez mémorisé ce que je vous ai montré ce soir. Et vous verrez que ce n'est pas mon baratin que vous allez retenir, ce sont les images. Je fais souvent ce test avec les enseignants. À la fin, je leur dis, vous vous rappelez quelles sont les grandes difficultés des dyslexiques? Et ils me disent, et ils me donnent les 5 images que je vais vous donner ce soir. Vous allez voir. Donc d'abord, avant d'être formé, il faut être informé. Qu'est-ce que la dyslexie? Alors je vais le lire pour les personnes du fond. La dyslexie fait partie des TSL, troubles spécifiques de développement du langage. Vous voyez que je mets TSL en rouge, pour ceux qui sont prêts, ils le voient bien. Tout au long de la soirée, il y aura des moyens mnémotechniques et vous verrez que ça marche. J'ai mis les majuscules en rouge. Quand je dis TSL, vous voyez tout de suite de quoi je parle. Elle se définit comme une difficulté durable dans l'apprentissage de la lecture et d'acquisition de son automatisme chez des enfants intelligents, largement intelligents, normalement scolarisés, indemnes de troubles sensoriels et de troubles psychologiques préexistants. Les troubles psychologiques se greffent avec les difficultés, mais pas avant. Normalement scolarisé, oui, parce qu'un enfant qui est sorti du système scolaire, ne serait-ce que pour une longue maladie, il développe éventuellement des troubles d'apprentissage, ce qui est tout à fait compréhensible. Et là, on ne parle pas de dyslexie. On parle de troubles d'apprentissage, qui ne sont pas forcément durables. Alors, une définition de la dyslexie, mais tous vos enfants 10 sont très différents. Différents de par les troubles corollaires qu'ils ont développés, comme le TDAH, j'y reviendrai beaucoup dans la soirée, troubles déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Ils sont différents de par leur histoire, l'histoire familiale, le parcours scolaire, quand on change d'école, quand on ne tombe pas sur un enseignant compréhensif, le parcours de santé. J'ai connu un enfant dyslexique
qui avait eu une grave leucémie à l'âge de 2 ans. Mais il était quand même diagnostiqué dyslexique. Mais pour le coup, sa leucémie avait évidemment accentué les troubles. La prise en charge aussi est très différente. Les bilans pluridisciplinaires ne se ressemblent pas du tout. On tombe bien, on tombe pas bien. L'interprétation est différente. Les thérapeutes, malheureusement, est-ce qu'il y a des ergothérapeutes, des orthophonistes, médecins scolaires? C'est dommage, d'habitude il y a toujours un petit lot de professionnels de rééducation. Les rééducations se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. C'est vrai qu'il y a des orthophonistes, moi je le raconte dans mon livre, mon fils a fait 5 ans et demi d'orthophonie pour rien du tout. Ça n'a rien donné. Et le jour où on s'est mis en liste d'attente chez l'orthophoniste la plus cotée de Haute-Savoie, Isabelle Bobier-Chaumont, qui donne des cours à l'école d'orthophonie de Lyon, qui a écrit des livres, etc., et qui forme énormément d'orthophonistes, elle avait à l'époque, c'était dans les années 2000, elle avait 9 mois d'attente, ce qui n'est rien du tout. Maintenant, elle ne prend plus de patients parce qu'elle a son carnet rempli pour 3 ans. Le vécu de la différence. Accepte-t-on d'avoir un enfant avec des troubles 10 ? Si vous êtes là, c'est que vous l'acceptez, c'est que vous le comprenez. Mais il y a des parents, on ne les voit pas, ils ne veulent pas en entendre parler. Et je pense que c'est un manque d'information plutôt qu'autre chose. Et accepte-t-on de faire différemment ? On verra ce soir. Je vous dirais par exemple, lisez des histoires à vos enfants. Même si vous rentrez à 7 heures du soir du travail, prenez le temps de leur lire une histoire. On verra pourquoi. Le diagnostic se fait après 18 mois de retard par rapport à l'âge de développement. Par rapport à l'âge normal de développement. C'est pour ça que des parents me disent « Oh là là, mais on ne peut pas détecter ça avant, c'est trop tard, on le détecte fin CE1, début CE2. » Non, parce qu'il faut qu'il aborde l'écrit avant de pouvoir montrer ses difficultés dans l'écrit. Il n'est pas le seul TSA, il y en a d'autres, moi je ne vais pas m'étendre. Il y a 70% d'antécédents familiaux. Quand vous y pensez, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on retrouve chez le tonton, la tata, le papa, la maman, des dyslexiques. 8 garçons pour 10 enfants. Donc, excusez-moi messieurs, c'est souvent le papa qui transmet la dyslexie, les troubles 10 à son fils. 6 à 8% des enfants, ça fait en moyenne 2-3 élèves par classe. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y en a pas de plus en plus. On dit, oh là là, il y en a de plus en plus. Non, c'est qu'on les détecte de mieux en mieux. En fait, c'est fonction de la langue, on verra pourquoi aussi. Forme sévère, 1%. Donc, relativisons. La dyslexie, ça se soigne, ça se compense. Mon fils en est une preuve vivante. Il a été jusqu'au championnat de France de pêche à la mouche. Il fait de l'apnée, il est déjà descendu à 45 mètres. Donc il a d'autres capacités que celle d'écrire une longue dissertation, comme nos écrivains célèbres. La dyslexie présuppose des troubles phonologiques. On parle de dyslexie phonologique. La dyslexie phonologique, c'est la plus fréquente. Vous avez certainement vu dans les bilans les termes dyslexie phonologique, dyslexie de surface, dyslexie mixte. La dyslexie de surface, c'est à peu près 20%. La dyslexie phonologique à 80%. Et la dyslexie mixte, c'est un mélange des deux. Donc, bon, la dyslexie mixte, c'est grosso modo, c'est une difficulté visuelle d'aborder l'écrit, tandis que la dyslexie phonologique, comme son nom l'indique, ce sont des difficultés phonologiques, c'est-à-dire le son. Ces troubles existent soit avant l'apparition de l'écrit, donc ils sont tout petits, ils apprennent à parler, on sent déjà qu'ils ne savent pas répéter les mots. Soit ils sont caractéristiques d'un trouble de la mémoire, ils ne retiennent pas le bon son. Mémoire de travail, c'est la mémoire que vous utilisez tous les jours pour faire une tâche cognitive instantanée. Si j'emploie des mots difficiles, vous n'hésitez pas à lever la main. Les plus connus, c'est les troubles de la conscience phonologique. C'est qu'est-ce qu'on entend. Quand vous êtes dans la forêt, vous pouvez entendre une différence entre plusieurs oiseaux. Vous pouvez entendre le bruit d'un criquet,
du bruit du pépiment d'un oiseau ou du brame du cerf, parce que vous avez une conscience des sons. Ces enfants ne l'ont pas ou l'ont très faible. Et plus récemment découvert, les troubles phonologiques montrent un déficit d'accès rapide au lexique phonologique. Alors je reprends mon bruitage dans la forêt. Tout de suite, quand vous entendez une guêpe, j'espère pour vous, ou une mouche, vous faites la différence. Parce que vous allez chercher dans votre tête la mémoire de ce son, vous savez l'attribuer. Si c'est une mouche, vous restez tranquille. Si c'est une guêpe, vous levez de votre chaise et vous paniquez. Donc ces enfants n'ont pas accès au placard de sons qu'ils ont dans leur tête, c'est-à-dire au dictionnaire de sons qu'ils enregistrent depuis qu'ils sont nés. Alors quand je parle de sons, si ce n'était que le bruit de la mouche, ça ne nous embêterait pas, ce sont évidemment les sons de notre langue française. Le bilan médical. Quand on constate qu'un enfant a des difficultés, on peut constater très rapidement qu'il a du mal à reconnaître les lettres. En maternelle, ils écrivent leur nom. À discriminer les sons, je vous en ai parlé. À se repérer dans l'espace-temps. Ce sont ces petits qui tardent à reconnaître le hier de demain, le tout de suite, le tout à l'heure, dans 2 minutes, ce matin, cet après-midi. Qui sont lents au travail. Alors fatigue aussi, lent au travail. Fatigue quand on est lent et qu'on a du mal à réfléchir, à aller chercher dans notre tête les informations qu'on a dû stocker quelque part, on est fatigué. Et ce mot va revenir souvent, je vous l'expliquerai souvent. Découragement, désintérêt de l'école, même en maternelle. En maternelle, les enfants, ils devraient avoir du plaisir à y aller. Mon petit me disait, pas toujours l'école, pas toujours l'école. Et il ne voulait pas y aller. Et la maîtresse me disait, pour l'activité peinture qu'ils aiment bien d'habitude, il était le dernier à ne pas avoir fait sa tâche de peinture. Elle le prenait par la main et il prenait un pinceau et il le trempait dans la peinture noire. Et il faisait un gribouillis noir. Et c'était ça son activité de peinture. Pour vous dire que les enfants peuvent être limite déprimés quand ils sentent qu'ils ne sont pas en communication déjà avec notre monde. Et quand il s'agissait de faire les premières lettres en maternelle, on apprend les bâtons. Ça peut devenir un I, ça peut devenir un L. Eh bien, lui, qui était si mignon, si sage, il faisait l'andouille sous la table. Et un jour, il a même mordu, déchiré l'anorak d'un petit. Parce que ça peut se transformer en mouton enragé, ces enfants-là. L'agressivité, il faut qu'elle sorte, le mal-être aussi. Et puis, ils ont des troubles psychomoteurs. Alors, troubles psychomoteurs, la marche est difficile, apprendre le vélo, faire ses lacets, prendre une paire de ciseaux, marcher sur une ligne, marcher à 4 pattes, et puis des gestes décidés. Par exemple, verser de l'eau dans un verre. Ce sont ces enfants-là qui sont très maladroits à table. Alors la dyslexie, encore, si elle existait tout seul, ce serait bien. Mais actuellement, on parle de trouble 10, parce qu'on s'aperçoit que la dyslexie n'existe jamais toute seule. Elle existe avec la dysorthographie, c'est même un sacré tandem, dyslexie, dysorthographie. Par contre, la dysorthographie peut exister toute seule. Vous avez des adultes qui ne sont pas bons en orthographe, on n'a pas à les qualifier de 10, ils ne sont pas bons en orthographe, c'est tout. Donc la dysorthographie existe toute seule. La dysphasie, retard de langage, on va y venir. La dyspraxie concerne le geste. La dysgraphie, la graphie, l'écriture. Dyscalculie, tous les troubles de calcul, je vais vous l'expliquer plus longuement après. Et le fameux TDAH. Donc la dysorthographie, trouble de l'acquisition des règles d'orthographe. On a beau leur expliquer, ça ne rentre pas. Relié à une absence de stratégie d'anticipation et de vérification. Ça ne suffit pas de leur dire, mais je t'ai déjà répété, fais attention. Non, il va falloir trouver une stratégie pour qu'ils mémorisent. Et ce sont des difficultés persistantes dans l'acquisition de l'orthographe. Mon fils, l'autre jour, il a quand même 20 ans, il m'a envoyé un SMS, « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je voudrais manger des pâtes. » P-A-2-T-E-S. Pourtant, je lui ai déjà expliqué que pâtes avec un accent, c'est l'assiette. Quand on mange des pâtes, prends une assiette. Eh ben non, c'est pâtes, P-A-2-T-E-S. Et un jour, je vais à une réunion et son petit frère était malade, il avait une gastro-entérite. Donc, je mets un SMS pendant la réunion, « Comment va Vincent ?» Et il me répond, « Ça va, il dort. D-O-R-E. »
En fait, ça nous fait sourire parce que, bon, à l'âge quand même qu'il a, ça devrait passer. Eh bien non, ça ne passe pas. La dysphasie, c'est un trouble durable de l'acquisition de la parole et du langage. Et qui dit trouble du langage oral, dit trouble du langage écrit. Un enfant qui parle mal, c'est vraiment une urgence de lui rééduquer le langage oral avant qu'il arrive au CP pour apprendre l'écrit. C'était le cas de mon fils, à 3 ans, il ne parlait pas. Et ça dure. C'est-à-dire qu'ils ont encore du mal à s'exprimer. Alors il y a aussi des enfants, je ne l'ai pas noté là, c'est le cas de mon fils, qui sont dyslaliques. Alors dyslaliques, c'est qu'ils ont une articulation qui n'est pas bonne. Donc on les comprend moins. On a beau leur dire « articule, j'ai rien compris ». Ça ne marche pas. Voilà. Alors la dysphasie, elle se détecte, elle s'étiquette, mais par exclusion. C'est-à-dire, ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas parce que l'enfant est bilingue, qu'à la maison on parle anglais, qu'à l'école on parle français. Ce n'est pas un trouble relationnel, psychologique. Ce n'est pas un trouble de la personnalité. Ce n'est pas lié à un environnement social. Cela dit, l'environnement social joue beaucoup puisque les troubles 10 sont bien plus sévères dans les milieux défavorisés. Ce n'est pas lié à un problème sensoriel. Un enfant sourd, ben bien sûr qu'il sera dysphasique, mais on ne va pas l'étiqueter de dysphasique puisqu'il est malentendant. On définit donc ce trouble par exclusion. Cela concerne moins de 1% de la population. Donc l'enfant qui a du mal à développer son langage oral, parfois il suffit de quelques séances d'orthophonie, il suffit de s'occuper de lui, de jouer avec lui, avec tous les jeux de société qui existent, et il développe son langage. Donc la dysphasie, je vous rappelle, c'est durable. La dyspraxie, dysfonctionnement, c'est un trouble du geste et de la coordination motrice. C'est une maladresse caractérisée. Mes enfants sont grands maintenant, mais j'avais 4 garçons, c'était la catastrophe à table. Parce que j'en ai 2 qui étaient maladroits, un qui n'a jamais été détecté, et puis Paul qui était dyspraxique, mais c'était une catastrophe, c'est sûr que c'était toujours renversé. Donc le matin au petit déjeuner, ils avaient chacun leur plateau avec le bol, parce qu'au moins si le bol était renversé, je vidais le plateau dans l'évier. Au moins je n'avais pas le lait qui coulait de la table tous les matins. Fonction motrice et sensorielle normale, mais mouvement volontaire orienté vers un but. C'est-à-dire que si c'est lui qui décide de le faire, le geste sera, je dirais, adroit, tandis que c'est une action qui vient de l'extérieur. Si je lui dis tu prends le verre et tu le remplis à moitié, il n'y arrivera pas. Mais si lui décide de se remplir un verre d'eau, il va beaucoup plus mesurer la qualité de son geste. Alors je simplifie, sinon on rentre dans des détails compliqués. La dysgraphie, c'est la dysgraphie spatiale ou gestuelle. Spatiale, parce que le geste d'écriture est très compliqué. Quand il faut faire un B sur une ligne en cursive, il faut monter, se décider d'arrêter, tourner à gauche, redescendre en bas, s'arrêter sur la ligne. Se dire déjà qu'on a une boucle à faire, donc on repart à droite, on remonte, et anticiper sur la lettre suivante pour faire la boucle. Ça, c'est de l'espace. Et puis, il y a la dysgraphie gestuelle, c'est-à-dire que le poignet est crispé, le doigt tient mal le crayon, et on est maladroit dans la coordination motrice de tous les petits muscles qui servent au geste d'écriture. Donc ça, c'est compliqué. Ça donne souvent des écritures, si vous avez pris les dépliants que j'ai mis à l'entrée, vous avez l'écriture de mon fils en classe de 6e devant, sur la première page. L'impulsivité était encore notable à cet âge-là, elle n'a pas tellement changé. Donc ça donne une lenteur importante dans les productions écrites. Certains parents me disent « Oh mais il écrit, mais super bien, très propre ». Je leur dis « Oui, est-ce qu'il écrit en cursive ou attaché ou pas attaché ?» « Ah non, non, pas attaché. Parce que c'est des petits malins, les enfants. L'écriture cursive est tellement compliquée qu'ils détachent les lettres. C'est comme ça que font les anglophones quand ils apprennent. Donc les lettres sont mal formées. Rééducation impérative. Parfois, le fait de rééduquer le geste d'écriture suffit à améliorer beaucoup d'autres choses. Parce que l'enfant, quand il a une écriture difficile, il met toute son énergie cognitive à écrire. Alors que si on lui rééduque le geste d'écriture,
ce sera automatique et il pourra penser à ce qu'il écrit ou penser à la réflexion qu'il veut écrire. Ce sont toujours des enfants à qui on dit « Allez, applique-toi, tu le fais exprès, c'est pas possible, quel torchon !» Ben non, ils ne le font pas exprès. La maladresse, elle est persistante. Les outils sont mal tenus, sauf si vraiment on arrive à les rééduquer. Les reproductions de forme, il n'y a rien à faire. Parfois, ce sont des enfants qui refusent d'écrire. Vous verrez qu'on ne les oblige surtout pas. Moi, je milite pour l'ordinateur. Fatigue, crampes, poignets rigides, ça se rééduque. Alors, ça se rééduque autant chez l'ergothérapeute que le psychomotricien, que le graphothérapeute. C'est parfois illisible. Alors, je ne sais pas si les personnes du fond voient. J'ai fait exprès de mettre en rouge le I, 2 L, pour déjà vous montrer que quand on choisit une police d'écriture qui n'est pas facile à déchiffrer, on peut confondre les lettres. Ça, c'est de l'orthopédagogie. Vous voyez bien que le I et les 2 L, c'est tout pareil. Donc, il faut penser déjà à l'écriture qu'on va leur proposer. L'écriture est lisible, pourquoi? Parce qu'il y a un télescopage des lettres. Le tracé est trop lourd, trop léger. Vous savez, c'est fatigant quand on écrit puis qu'on est crispé ou quand on est mal installé. Le geste tremblé, mauvaise dimension, sens de la graphie, enfin c'est la cata. Donc ce que je vous disais, ils choisissent une écriture script, toujours la lenteur, et tout ça, ça donne de l'anxiété, parce qu'ils sont tout à fait conscients d'avoir des productions écrites qui ressemblent plus à des torchons que des belles pages. Un jour, mon fils, au bout de 2 années qu'il était sur ordinateur, je lui formatais ses cours, il m'a dit « Tu sais maman, ce qui me plaît dans tes cours, c'est que c'est propre. » Parce qu'eux aussi, ils aiment la propreté. Donc n'hésitez pas, je vous le dirai tout à l'heure, de recopier pour faire propre. La dyscalculie, c'est très spécial. C'est un trouble de l'apprentissage des mathématiques, logico-mathématiques, opération de calcul, compréhension des maths. Il y a une difficulté d'orientation dans le domaine des chiffres et des nombres. Ça se rééduque chez l'orthophoniste, mais l'orthophoniste spécialisé en dyscalculie. Et la seule façon de le savoir, c'est de prendre le téléphone et de demander aux orthophonistes si elles rééduquent la dyscalculie. Le fameux TDAH, c'est, comme vous voulez, soit la cerise sur le gâteau, soit la verrue qui nous plombe tout. TDA, avec ou sans H, hyperactivité. Ce sont des enfants qui sont lents dans le travail scolaire, même si ce sont des ébulons montés sur ressort. Ce sont des enfants très distractibles. Ils vont regarder pendant tout le cours la mouche sur la fenêtre plutôt que le prof. Ou le petit copain qui fait des dessins sur sa gomme. C'est indépendant de leur volonté, mais vraiment indépendant. J'ai une amie qui avait un enfant TDAH+++. Elle me disait, je n'ose même plus répondre aux invitations d'apéro chez les amis, parce qu'il n'y a rien à faire, ils mettent toute la main dans le plat de cacahuètes. Elle a beau lui dire, donc on lui dit, ton gamin il est mal élevé. Voilà, il va falloir trouver d'autres solutions pour les cacahuètes. C'est un trouble très fréquent, c'est pour ça qu'on l'associe souvent au trouble 10, 5%. Il pénalise les capacités de travail. C'est vraiment l'empêcheur de, pas de tourner en rond, mais l'empêcheur de travailler. Un enfant qui est TDAH, c'est absolument terrible pour apprendre à lui apprendre. Ce n'est pas une conséquence du langage écrit, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage de la langue. Et ça engendre exaspération, frustration et découragement, autant chez les parents que les professeurs. Et les enfants? Eh bien, les enfants en souffrent. Remédiation du TDAH. Premièrement, lui enlever de la fatigue. Ça, c'est valable aussi pour les 10. Écrivez à leur place pendant les devoirs. Vous voyez avec le professeur, mais écrivez à sa place. Prenez l'ordinateur, c'est encore mieux, parce qu'il voit au fur et à mesure ce que vous écrivez. Alors qu'avec le stylo, parfois on est gêné au niveau visuel. Il faut leur apprendre à gérer leur temps. Ils y arrivent encore moins que les autres. Alors regardez, est-ce que quelqu'un connaît le time timer? Oui, c'est une horloge qui n'est pas comme les horloges, comme celle qui tourne rapidement en haut. C'est une horloge qui a une partie rouge, c'est le temps qui passe. Si on a une demi-heure, on le met sur 30 minutes, vous allez voir, tout doucement, l'heure tourne, mais on voit le temps. C'est une gestion visuelle du temps.
Je l'avais acheté, alors ça c'était le time timer de mon fils en 6e qui était sur son bureau. Et l'école avait trouvé ça tellement super qu'elle en avait acheté un, une taille moyenne par rapport à celui-là. Et il l'avait mis en classe pour les contrôles. C'est bien plus facile de dire à un enfant, tu vois, tu as une demi-heure pour travailler, que de lui dire quand la grande aiguille est sur le 6, ça fera une demi-heure, il faut que tu arrêtes ton devoir. Et il y a beaucoup d'adultes qui s'en servent. Et c'est un tel succès que maintenant ça existe sous forme de montre. Et l'enfant gère son temps. Lui apprendre à faire des listes, mais des listes pour tout. Qu'est-ce que je mets dans mon cartable? J'oublie pas le ticket de cantine, j'oublie pas le cahier à montrer au CPE. J'ai gym le mardi, je dois mettre dans mon sac mes baskets, etc. Faire des listes. Vous les mettez sous un plastique, pochette transparente, avec un crayon Velleda, ils cochent. Et quand ils ont fini leur tâche, ils enlèvent avec un morceau de Kleenex. Et la liste sert pour la fois d'après. Alors moi, j'avais des listes pour mes 4 garçons, tant qu'à faire, pour le ski. Parce qu'il y en avait toujours un qui avait oublié ses gants quand on arrivait au téléski. Ou le forfait. Ou enfin des choses le soir avant de se coucher. Alors, est-ce que tu t'es lavé les dents? Est-ce que tu as fait ton sac? Est-ce que tu as préparé ton goûter pour le lendemain? Etc. etc. Voilà. Et l'enfant coche. Et c'est à ce prix-là qu'on les habitue et qu'on leur donne des automatismes. Mon fils faisait beaucoup d'équitation. J'avais fait une liste quand il partait en compétition de saut d'obstacles. Et j'avais même mis, ne pas oublier, la clé pour ouvrir la boîte. Sa boîte où il y avait toutes ses affaires. Parce qu'on fermait les boîtes avec un cadenas. Et je ne sais pas combien de temps a duré la liste, mais il s'en est bientôt, rapidement détaché. Il n'en avait plus besoin parce qu'il était automatisé. Quand vous partez, quand vous allez travailler le matin, vous êtes automatisé. Vous n'avez pas besoin d'une liste pour fermer la maison. Prendre votre sac à main, votre portable, vos clés, le dossier que vous avez étudié la veille, la liste de courses que vous allez faire, etc. Pour vous, ce sont des gestes naturels. Pour eux, ça ne l'est pas. Donc, quand vous voyez qu'un enfant, et c'est exaspérant, oublie toujours la même chose, est toujours en retard, n'arrive pas à s'organiser, faites-lui des listes. Parce que c'est une façon de le rendre autonome. Et il sera fier d'y être arrivé tout seul. Il faut aussi lui apprendre à faire des évocations mentales. Ce sont des enfants qui ont le potentiel, mais qui n'y arrivent pas. Donc, se mettre dans la tête en projet d'apprendre. On va après apprendre un mot, raconter une histoire, se mémoriser pour faire sa liste. Qu'est-ce qu'on va faire le lendemain? Pour partir à l'école, se mémoriser. Je vais mettre mes chaussures, il va faire froid, je vais mettre mon manteau, etc. Tout ça toujours pour les autonomiser. Alors là, ce sont 2 petits bonhommes qui se regardent. Ces enfants ont spécialement besoin d'un canal de communication. Je te regarde, tu me regardes. Quand je te parle, tu me regardes. Non, 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 tu ne regardes pas là, tu me regardes. Pourquoi? Parce qu'on fait passer beaucoup de choses par le visage. Donc déjà, même s'il n'a pas toute son attention pour comprendre les mots, rien qu'avec le visage, il comprend beaucoup de choses. Vous êtes en colère, il le comprend. Et vous êtes joyeux, vous lui dites, tiens, après le devoir de maths, je sais pas, je vais t'emmener à ton cours de judo, je sais que tu aimes ça. Vos yeux pétillent, ça va lui donner de l'ardeur au travail. Donc, canal de communication, ce sont des enfants qu'on place tout près du professeur. Alors, il n'y a pas 36 TDAH par classe, même s'il y en a 2 ou 3, on va privilégier une place où ils ne seront pas gênés par le bruit des copains et où ils seront, je dirais, obligés de regarder le professeur. Puis alors ça, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? C'est le signe interdiction, c'est-à-dire qu'il faut poser des limites. Ce sont des enfants qui ont besoin, plus que les autres, de limites éducatives. Un célèbre psychiatre de Rumilly m'avait dit « Il y a 3 ne pas chez les enfants », donc qui s'appliquent bien sûr chez les TADA. C'est ne pas se justifier, ne pas s'expliquer, ne pas dériver. Les soirs où il y a école le lendemain, c'est pas de télé. C'est coucher 8h30, 9h.
On lit une histoire, tu lis dans ton lit. Dans la chambre, c'est pas de radio, c'est pas de télévision, c'est pas de tablette, c'est pas de téléphone. Ton téléphone, tu le poses derrière la porte, devant la chambre, etc., etc. C'est difficile à l'heure actuelle de poser des limites. Alors voilà, mes fameuses 5 images, je suis sûre que quand je vous interrogerai à la fin de la conférence, vous les aurez retenues. Les 5 difficultés majeures des 10, ce sont difficultés, discrimination auditive, visuelle, mémorisation, petit cerveau avec toutes les liaisons entre neurones, repérage espace, repérage temps. Il n'y a pas besoin de baratin, on revient toujours dans ces difficultés-là. Donc ils ont du mal à distinguer avec leurs yeux, à analyser ce qu'ils voient, à analyser les sons, à faire des liens de mémorisation, à savoir dans quel espace ils sont, et l'espace on en a partout, même dans la grammaire, et le temps. Fatigue et lenteur. Ça y est, les images? Alors, pour comprendre les troubles des dyslexiques, il faut d'abord savoir comment on apprend à lire. C'est très important de le comprendre. Il y a 2 méthodes. La première, c'est celle que l'on fait ou que l'on devrait faire en premier au CP. Alors, on appelle ça la voix phonologique, c'est-à-dire on associe un graphème, c'est-à-dire une écriture, à un phonème, c'est-à-dire un son. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'écris? D'accord? Une fois qu'on a bien vu ce mot, tous les petits mots qu'on apprend au CP, on en a fait une photo. Je ne sais pas si ceux du fond voient assez, c'est un appareil photo, le petit logo. Et on le met dans un tiroir dans notre tête. Donc, quand on en a fait une bonne photo, on est capable d'aller chercher dans le tiroir la bonne photo du mot. D'accord? Donc, il y a une procédure, je vais simplifier, d'association, puisque j'ai mis des Legos. Et quand vous connaissez le mot, vous ne passez pas par là, vous allez directement chercher la photo du mot dans votre tête. C'est ce qu'on appelle le stock lexical. Le premier mot, cherchez pas, il n'existe pas. Vous êtes obligé de passer au découpage syllabique. Dichlorotriphénylméthydate. Et si vous le lisez 4, 5, 6 fois, vous le reconnaîtrez et vous passerez rapidement, au contraire, à la voie lexicale. Et le mot hélicoptère, tout le monde le connaît. Vous l'avez vu en 1/1000 de seconde. Les dyslexiques, ils restent mauvais dans les 2. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à associer un son à une graphie, puisque je vous dis que les sons, c'est pas vraiment encore leur truc de bien les mémoriser, les conscientiser et d'avoir un accès rapide à leur boîte à sons. Et puis la deuxième façon de faire, ils ne font pas une bonne photo. Puis s'ils font une bonne photo, ils ne savent pas où ils le mettent dans leur tête. Donc ils ne retrouvent pas le mot. C'est pour ça qu'il y a des mots, ils vont à la devinette. Ils peuvent dire râteau, gâteau, château, bateau, c'est tout pareil pour eux. Parce qu'ils ont vu à peu près la silhouette du mot, mais ils ne reconnaissent pas la photo. Les exigences dans l'apprentissage de la lecture, c'est donc de reconnaître la structure phonétique du mot. P-A, P-A, on le reconnaît, on sait que ça fait papa. Qu'est-ce que vous avez dû faire dans le mot trichloro, que je le retrouve, trichlorotriphénylméthydate? Vous avez pris vos Legos de syllabes, de sons, et bien sûr, en quelques millièmes de seconde, vous les avez associés. Vous n'avez fait que ça. Quand je donne des formations aux